ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les Rouges et Noirs. Le Stade Rennais sera au rendez-vous des huitièmes de finale de Coupe de France. Victoire 3-1 hier à Beauvais face à l'US Chantilly. Dans la douleur tout de même, avec des Rouges et Noirs qui se sont fait peur avant l'exclusion de Sambou Yatabaré. On va en parler largement dans cette émission avec des tops plutôt sur les ailes côté Rennais et des flops plutôt sur le front de l'attaque. Le coup de cœur pour Elias Quiñones, auteur de son premier but en pro. On parlera également de la réception du Havre. Ce sera dimanche au Roazhon Park. Le lundi, c'est Rosie. La 92e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Vous avez le programme de l'émission. Bienvenue à tous dans le lundi, c'est Rosie, en podcast et sur YouTube sur notre chaîne ici Armorique 100% Stade Rennais. On vous conseille une nouvelle fois de vous abonner. Merci à ceux qui le font d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Un grand merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous vous demandez pourquoi je tiens ce maillot. Ce drapeau, ce Guanadu, bouh! Eh oui, je suis habillé en jaune. Je sais que la dernière fois, ça avait fait un petit peu polémique. Vous étiez nombreux à dire comment on peut s'habiller en jaune quand on anime une émission du Stade Rennais. Alors, deux choses. La première, c'est ma couleur préférée, voilà, je dois le dire. C'était la couleur de ma chambre d'enfant sur laquelle était affiché sur les murs des posters du Stade Rennais et pas du FC Nantes, voilà, donc ceci est dit. Et puis voilà, un petit maillot de la Colombie. Elias Quiñones, franco-équatorien, a marqué. Bon, j'avais pas de maillot de l'Équateur, donc je me suis dit Amérique du Sud quand même, on va partir sur la Colombie. À mes côtés aujourd'hui, on a côté ancien joueur quelqu'un qui est tout seul. C'était dur cette semaine de trouver à la fois des gens dispo et qui avaient vu le match, c'était sur un canal annexe de beIN face à un club amateur. Bon voilà, les anciens joueurs n'étaient pas très nombreux à l'avoir regardé. Vous cumulez ces deux qualités. Émilien Waflard, salut Émilien. Salut François. Émilien, joueur formé au club dans une grosse génération au niveau du Stade Rennais, aujourd'hui joueur de l'AS Vitry et désormais streamer. On peut le dire, Émilien. Oui, je vais me lancer sur Twitch ce soir après l'émission. Très bien, ce lundi soir, on vous invite à suivre aussi Émilien sur sa chaîne Twitch, Émilien Waflard 10. Voilà. Et vous allez streamer du contenu Football Manager, le célèbre jeu de gestion de club de foot. C'est ça ? Ça, c'est ma passion depuis un petit moment maintenant. Et du coup, même pour parler de foot en général. Donc voilà, venez me suivre. C'est un super jeu, donc vous avec pourrez regarder Émilien. Il m'a montré son setup, c'est hyper quali, c'est très professionnel. Donc vous regarderez ça, Émilien Waflard 10. Vous ne jouerez pas avec le Stade Rennais, par contre, je préviens pour les gens qui nous regardent, ce sera de la série B, ce sera avec Venise, allez-y. J'avais fait une partie où j'avais Szymanski. Et ben voilà, alors justement, j'allais vous lancer, mais vous en parlerez tout à l'heure. Vous connaissez un peu le joueur qui pourrait rejoindre le Stade Rennais prochainement, le Polonais Sebastian Szymanski. Du côté des supporters, aujourd'hui, Guillaume André est là. Salut Guillaume. Salut François. Vous êtes, je crois, l'aîné de la bande aujourd'hui, à moins que ce ne soit moi. On a un plateau très jeune, puisqu'à vos côtés, on a Tom Savad. Salut Tom. Salut François. Voilà, une équipe jeune, c'est bien, ça fait du bien aussi. On est sur YouTube après tout. C'est vrai. Plutôt pour les jeunes, on va parler tous ensemble du Stade Rennais. Avant le débrief de Chantilly-Rennes, on va quand même rendre hommage à Roland Courbis, disparu la nuit dernière à l'âge de 72 ans. Immense figure du foot français, ancien joueur de Toulon, puis coach de nombreux grands clubs français, de l'OM, de Bordeaux, mais aussi du Stade Rennais. Ça avait été une période entre janvier et mai 2016. Courbis était quand même arrivé un petit peu avant cela, avant janvier au club. On se souvient en tant que président conseiller du président à l'époque, René Ruello. Il était arrivé à la gare de Rennes et il avait été accueilli à l'époque par Michael Sylvestre et Philippe Montagnier. Ils étaient venus le chercher à la gare. C'était une scène assez mémorable dans l'histoire récente du club. Et il avait répondu aux médias présents à l'époque. Écoutez-le au micro de Loïc Guélec, Roland Courbis, qui répondait aux médias au moment où il arrive à la gare de Rennes pour venir un petit peu au chevet du Stade Rennais. Je pensais me reposer un peu plus longtemps. Là, il semblerait qu'il y ait une mission qui m'attend. Je vais en discuter. Vous serez tenus au courant. Mais je pense que dans tous les clubs, il y a beaucoup de choses à faire. Et si je peux apporter un petit plus au Stade Rennais, ça sera avec un énorme plaisir. Voilà, vous avez vu en plus quelques photos de son époque rennaise, Roland Courbis. On entend le piano de la gare derrière, justement, au moment où il répond aux médias, le regretté Roland Courbis, qui vient de nous quitter. C'est quoi vos souvenirs, un petit peu les uns les autres, de l'époque Roland Courbis? Guillaume André, je vais vous demander, je pense que voilà, comme vous êtes un petit peu plus âgé que les deux autres, vous en avez peut-être un petit peu plus. Bah forcément, il y a l'arrivée à la gare avec Cette Philippe fameuse Montagnier arrivée à la gare qui joue le taxi.
Et forcément, derrière, surtout, l'un de ses coups de maître, c'est d'avoir lancé Ousmane Dembélé dans le grand bain. C'est un joueur qu'on attendait depuis un petit moment, mine de rien, Ousmane. Donc on a enfin vu à l'œuvre sous les ordres de Courbis, et puis c'est le moment que je retiens de. Je suis d'accord. Eh ben, écoutez, c'est justement, on va aussi l'entendre là-dessus parce que c'est Philippe Montagnier qui lance, on va dire, les premières minutes pro d'Ousmane Dembélé, mais on sait qu'il n'a pas très envie. Philippe Montagnier, qu'à l'arrivée de Roland Courbis, Ousmane Dembélé s'est mis tout simplement à être titulaire. C'est aussi le premier d'ailleurs à le mettre dans l'axe, parce qu'on a souvent évoqué ce qu'a fait Luis Enrique la saison dernière comme un coup de maître, d'avoir réinventé, on va dire, Ousmane Dembélé dans l'axe, lui qui jouait depuis beaucoup d'années ailier. À Rennes, il jouait dans l'axe aussi, souvent en soutien de l'attaquant, et ça se passait bien, en tout cas au début, entre Roland Courbis et Ousmane Dembélé. Écoutez ce qu'il nous disait très tôt dans la carrière d'Ousmane Dembélé, justement sur le jeune joueur à l'époque. Encore une fois, Roland Courbis était l'entraîneur du Stade Rennais. Déjà, une certaine passion pour le football et une certaine gentillesse qui font que dans le vestiaire, tout le monde l'adore. Et ça, pour la réussite d'un joueur, c'est très important. Il est quand même très, très attachant et très sérieux dans son métier. Donc c'est vrai que tout est réuni pour qu'il puisse réussir une superbe carrière, à condition qu'il ne rate pas son apprentissage. Voilà, Roland Courbis donc sur Ousmane Dembélé. Tom et Emilien, vous êtes un peu plus jeunes, vous l'avez peut-être moins connu dans la période d'entraîneur du Stade Rennais. C'est quoi, il vous parle peut-être autrement, peut-être comme homme de médias notamment. On sait qu'il était consultant chez RMC. Tom, ça vous dit quoi, Roland Courbis? Même si j'étais plus jeune, quand même, je me rappelle quand même très bien de cette saison. Il y a eu des matchs marquants quand même sous Roland Courbis, le match au Vélodrome. Bien sûr, le 5-2. Le derby contre Nantes aussi, le triplé d'Ousmane, où les supporters nantais partent assez vite du stade. Mais ce que je retiendrai de Roland Courbis, c'est plutôt l'animateur, le consultant plutôt, que j'ai plus connu, que ce soit sur les antennes d'RMC aussi, où il a toujours eu un avis assez tranché, une vision du foot à lui. Et c'est sûr que c'est encore des jours tristes. Avec le décès aussi d'avant de Jean-Louis Gasset. Oui, c'est vrai, c'est deux figures marquantes, un petit peu dans le même genre, voilà, des mecs un peu du foot d'avant, si je puis dire, en tout cas avec des vrais gouailles, des vraies personnalités. Emilien, vous avez quelque chose à rajouter, ça vous parlait, Roland Courbis? C'est vrai que c'était une personnalité importante du foot français, même son rapport avec Zidane. Donc non, c'est triste qu'il nous quitte. Voilà, il est arrivé sous la présidence de René Ruello, d'ailleurs, qui nous a répondu. Ce sera à entendre demain dans la matinale, mardi matin. D'ici Armorique, on pense évidemment très fort à sa famille, à ses proches, à la famille de coach Courbis en ces jours de deuil. On passe au foot à présent avec tout de suite le résumé de Chantilly-Rennes. C'était hier à Beauvais, 16e de finale de Coupe de France, et on débriefe le match juste après. Mais c'est pas terminé pour les gens de Chantilly avec Draman Koné qui se projette. Draman Koné, la bonne petite passe à l'intérieur pour Omar Ndiaye. Ndiaye pour Evan Joseph, il est pas s'il a leur jeu. Joseph, l'ouverture du score de l'US Chantilly. Oh là 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 là, le scénario catastrophe pour les Rennais. Clément Gavard, il est pas signalé en jeu, Evan Joseph. Non, il est pas en jeu. Hein. Il l'est pas. Et voilà, il aura suffi d'une contre-attaque pour les joueurs de l'US Chantilly. C'est la folie au stade Pierre-Brisson. Les Rennais punis de ne pas avoir réussi à ouvrir la marque malgré leurs nombreuses situations. Et Evan Joseph qui trompe au premier poteau. Brice Samba, 1-0 pour l'US Chantilly après 42 minutes de jeu ici au stade Pierre-Brisson. Allez, le bon coup franc pour les Rennais, plein axe. On est à 27-28 mètres de la cage de Corentin Michel. Et c'est Quentin Merlin et son pied gauche qui vont s'en charger. C'est parti pour Merlin. L'égalisation rennaise signé Quentin Merlin. Ouais, il est un peu court là-dessus, Corentin Michel, qui avait fait quand même une très grande partie d'ici là, parce que ce ballon est assez bas finalement. Il est assez proche du poteau de Corentin Michel. Mais ce coup franc plein axe, alors là, scénario parfait qui se renverse un peu. Le bascule. On souffle, mais vraiment un moment de bascule dans cette rencontre. Exclusion de Sambouya Tabaré, coup franc, égalisation signé Quentin Merlin sur ce joli coup franc direct. Et donc un partout dans cette rencontre après 70 minutes de jeu entre l'US Chantilly et le Stade Rennais. Hiro avec Altamari, le 1 contre 1 joué pour Moussa Altamari qui va repiquer intérieur. Il est à droite désormais, Moussa Altamari. Oh, il a de la place, il peut frapper Altamari. Oh, quel but de Moussa Altamari! Le match qui bascule complètement en 3 minutes ici au stade Pierre-Brisson. Exclusion de Sambouya Tabaré, égalisation
égalisation sur coup franc de Quentin Merlin. Et sur l'engagement, quasiment une minute plus tard, c'est Moussa Altamari qui vient inscrire un but d'anthologie en repiquant intérieur depuis l'angle droit de la surface. Il revient sur son pied gauche et il trouve la lucarne de Corentin Michel. 2-1 pour le Stade Rennais ici face à Chantilly. Face au jeu, l'ancien Strasbourgeois qui cherchait Xavier Decroix, mais qui ne trouve que Lignan Brassier. Ludovic Blas, la petite passe pour le jeune Quignonez. Seul face à Corentin Michel. Le jeune Quignonez. Oui, le but d'Elias Quignonez, son premier en professionnel, le jeune attaquant qui, pour la première fois, rentre dans sa position préférentielle, celle d'avant-centre, et qui régale avec un premier but. Il a bien trouvé par Ludovic Blas. La petite passe à la limite du hors-jeu. Il était complètement seul dans le dos de la défense cantilienne, seul face à Corentin Michel. Il a ouvert son pied et il vient inscrire. C'est toujours un moment important. Son premier but chez les professionnels. Il s'en souviendra. Rennes mène 3-1 dans ce 16e de finale de Coupe de France. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Voilà, Rennes qualifié, tirage au sort demain, ce sera juste avant le dernier 16e de finale entre Bayeux et Marseille pour connaître l'adversaire des Rennais. Est-ce que vous avez tremblé, messieurs? On a entendu le résumé, c'est bien Chantilly qui a ouvert le score. Ça a mis un peu de temps même à se décanter, je dirais, pour les Rennais. Est-ce que vous avez tremblé au moment du match, Emilia Wafla? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, est-ce qu'on va pas être la victime de l'exploit de ce tour-ci de Coupe de France? Trembler, je sais pas, mais à la mi-temps, j'étais un peu inquiet parce que c'était le scénario idéal pour eux. Après, trembler, non. Je trouvais l'équipe plutôt sereine et j'espérais quand même. On avait des occasions, donc je pensais qu'on allait finir par arriver à marquer et c'est ce qui s'est passé, même si c'est des très beaux buts. Ouais. Oui, on a dû avoir des exploits un peu individuels finalement. C'est ça aussi la différence entre la Ligue 1 et les championnats semi-pro. Et vous avez eu peur, vous les gars, Guillaume? Oui, j'ai eu peur qu'on tombe dans le piège, qu'on se fasse fouetter par Chantilly. Pardon. Oh oui, magnifique. Pardon. Celle-là, je l'avais pas entendue en plus. Je la souligne parce qu'on en a entendu dans tous les sens, hein, des vannes avec Chantilly, mais se faire fouetter par Chantilly, je l'avais pas. Bravo. Bah voilà, cadeau. Et non, mais du coup, non, mais par contre, en revanche, j'ai eu un peu peur parce que moi, le match, j'ai eu l'impression que c'était les Sables bis, énormément d'occasions. Énormément d'occasions. La seule différence, c'est qu'en fait, les Sables n'ont pas marqué. Chantilly a marqué. Et là, pour le coup, j'ai un peu flippé. Et en plus, c'était un autre contexte. Hein. On était là-bas, dans un petit stade, tu vois, qui peut être bouillonnant. C'est toujours ça, les contextes de Coupe de France, un peu. En plus, donc voilà, j'ai un peu tremblé. Tom? Pareil, j'ai un peu eu peur. Parce que, comme on fait d'habitude, on fait des matchs avec pas mal de possessions, quelques occasions, mais rien de très franc. On prend le but là et on se dit que ça peut nous refaire un peu une queville Rouen, même si c'est pas le même scénario, mais on a toujours peur. Là, c'est sué un peu quand même. Ouais, d'ailleurs, Quevilly, c'était la dernière équipe du niveau amateur, en tout cas en dessous national, à avoir éliminé le stade. Et surtout que, il n'y a pas eu beaucoup de surprises de clubs de Ligue 1 qui se font sortir. On se dit, ça va peut-être être nous cette année. Mais non, heureusement qu'il y a ce tacle complètement absurde de leurs joueurs pour nous relancer, et le magnifique coup franc de Quentin Merlin, sinon on y serait passé, je pense. D'ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'exploits, pour l'instant il n'y en a pas. Là, au moment où on se parle, nous, il va y avoir le PFC Paris-SG ce soir, et puis il y aura Marseille-Bayeux, difficile d'imaginer un club de R1 sortir Marseille, on ne sait jamais. Mais alors, si Marseille passait face à Bayeux, on aurait les premiers huitièmes de finale. C'est une stat rouge mémoire, je remercie Fabrice Pinel qui me l'avait d'ailleurs envoyé même avant la rencontre entre Rennes et Chantilly. Ce seraient les premiers huitièmes de finale exclusivement entre Ligue 1 et Ligue 2 depuis 35 ans. Ça commence à dater, qu'on n'avait pas eu aussi peu de surprises. Surtout qu'il y en a de plus en plus depuis qu'il n'y a plus les pénaux. Il y a 90 minutes pour aller au tir au but. Normalement, pour les clubs amateurs, c'est un petit peu plus simple. Est-ce que le scénario, quand même, avant d'arriver au rouge de Yaya Tabaré, était quand même pas un peu cruel pour les Rennais? Vous le disiez, moi je trouve quand même, à l'antenne, on était plutôt serein aussi avec Clément Gavard avant le but d'Evan Joseph. Je trouvais les Rennais, effectivement, il y a eu le déchet des attaquants, mais je pense qu'on parlera assez largement de Le Paul et Meïté dans cette émission. Mais sinon, on arrivait à se procurer des situations quand même relativement facilement, je trouve. Moi, je trouve qu'il y avait de la maîtrise dans le jeu. Eux, ils n'avaient pas forcément d'occasion, mis à part leur but, mais c'est plus tard dans le match. Et je me souviens même d'un centre de Merlin au sol où Meïté, je ne sais pas s'il passe en dessous de son pied ou au-dessus de son pied, mais s'il y a but, le match est fini, quoi. Donc, il y a aussi des parades du gardien. Hein. Le Paul, à un moment, reprend une pied gauche que Corentin Michel sort bien. Oui, il peut la laisser passer pour Blas aussi. J'ai pas vu. Parce que nous, vraiment, il faut savoir aussi pour les conditions de commentaires. Je le dis aux gens qui nous regardent, c'était assez drôle. On était dans une cage, dans une espèce de...
on avait une vitre en plexiglas devant nous, quand on était dans un abri, on n'était pas directement dans le stade, donc, et comme il faisait très froid avec nous, on était à l'intérieur, et de la buée, donc on devait comme ça un peu effacer la buée avec les brancards pour pouvoir voir le match, c'était assez cocasse. Est-ce que c'était cruel alors pour vous quand même les gars, cette ouverture du score de Chantilly? Est-ce que quand même, les Rennais faisaient quand même pas un mauvais match, moi je trouve, avant d'en arriver là? Guillaume? Cruel, le mot est fort, peut-être. Immérité, je dirais, peut-être. Parce que finalement, oui, moi, Brice Samba, je ne l'ai pas beaucoup vu en première mi-temps, je dois admettre. Les caméras qui retransmettaient le match, étaient quasiment intégralement braquées sur la partie de Chantilly, donc un peu immérité, contre le cours du jeu, quoi. Tom? Il méritait aussi, pas forcément cruel, parce que c'est la magie de la coupe, et quand il y a autant de divisions, on se doit aussi de mettre la pression et d'avoir quand même ce calme-là face à ces équipes, mais on n'a pas vu beaucoup Brice Samba, et quand on a dû le voir, je trouve qu'on l'a pas bien vu. Oui, on aurait dû le voir une fois et on l'a pas vu, quoi. Ouais. Et ça m'a rappelé d'ailleurs ce but, je sais pas si ça vous a pas rappelé la même chose, le but qu'on prend à 3 l'année dernière, élimination en Coupe de France aussi, alors c'est pas de la N2, 3 c'était de la Ligue 2, mais but au premier poteau de Rafiki Saïd aussi, il se fait un peu prendre à son premier poteau. On le sait très fort sur les 1 contre 1, notamment Brice Samba, peut-être que c'est là où il peut pêcher, peut-être sur les frappes angle fermé, non? Vous n'avez pas cette impression, Emilien? Vous n'avez pas souvenir peut-être de ce but de Rafiki Saïd? Si, je m'en souviens, mais pour moi, Samba reste quand même un très bon gardien dans les dans les sorties, donc s'il en prend un de temps en temps et qu'on gagne le match quand même, je vois pas trop le problème, mais oui. Qu'est-ce qui a particulièrement pêché selon vous avant donc le rouge de Yataber? Encore une fois, on reste sur la partie avant que le match ne bascule. Emilien, qu'est-ce qui a été le principal souci des Rennais? On manquait peut-être de vitesse dans les enchaînements, et je pense qu'on aurait quand même pu ouvrir le score à ce petit rythme, on va dire, mais Chantilly n'avait aucun intérêt à l'augmenter non plus, donc on a pêché dans la qualité technique aussi, surtout devant. On n'a pas fait assez de différence. Donc c'est le rythme, pour vous, c'est surtout ça, l'intensité, les changements de rythme plus. Ouais, je trouve. Ok. Guillaume? Moi, c'est le déchet technique que je retiens, notamment dans les dernières passes, voire les avant-dernières. On parlait justement de l'occasion sur un centre de Merlin qui ne se trouve pas Meïté, par exemple. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, par exemple, dans la réalisation. Et puis pareil, des frappes qui sortaient un peu d'ailleurs. De nulle part, pardon. Je pense à Blas, j'avais l'impression qu'il forçait un peu trop ses frappes, peut-être pour se montrer aussi également. Vous trouvez que les positions de frappe... Alors c'est marrant parce que Blas, il y en a quelques-uns qui l'ont mis en flop, on va en parler parce que je suis pas forcément d'accord, mais je dis ça, je dois être un peu seul contre tous, parce que j'ai vu les réseaux aussi, bon il a pris un peu lourd, Tom, je vois déjà sourire. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Mais donc, qu'est-ce qui a pêché? Après, peut-être que vous allez me citer aussi. C'est un peu pareil, le déchet technique. C'est là où on doit faire la différence. Le terrain, c'était pas non plus un champ de patates. Il y avait de quoi pouvoir... Ça glissait pas mal. Effectivement, il était pas abîmé, mais je pense qu'il y avait un peu de gel. Ça glissait. Il y a de quoi pouvoir jouer au foot avec les joueurs qu'on a. On doit pouvoir jouer, mais encore un joueur créatif qui nous manque, et pourtant qui doit être Ludovic Blas, et j'en parle depuis un moment, mais je l'ai beaucoup défendu, à dire qu'on devrait peut-être plus lui faire confiance, mais là quand on lui fait confiance contre un club de N2 et que pour moi il n'est pas au niveau qu'il devrait être, c'est compliqué. Ouais, et il va peut-être avoir de la concurrence en plus à venir prochainement avec Sébastien Zimanski, le meilleur ami virtuel d'Emilien Wafla. Est-ce que Chantilly a posé des problèmes au Stade Rennais? On a posé la question à Habib Beye, on écoute sa réponse et on en débat juste après écouter le coach rennais. Est-ce que cette équipe de National 2 l'a gêné? Habib Beye. Ils nous ont posé des problèmes dans leur impact athlétique, dans la qualité de jeu qu'ils ont été capables d'afficher parfois, dans la logique de jouer sur des transitions et des ballons profonds avec des joueurs qui vont vite. On sait que dans ces divisions, et je le dis assez souvent, vous savez, lorsque vous êtes en N2, vous avez des joueurs qui sont passés par des centres de formation qui n'ont pas réussi à garder leur place en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ils ont des joueurs d'expérience avec Seka derrière, par exemple, et qui amènent aussi une expérience dans des matchs comme celui-ci. Maintenant, nous, sur le match, si on doit en faire l'analyse, oui, on doit être meilleur dans la globalité du match, on doit être plus dominant, parce qu'on n'a pas été dominant dans le geste final et dans notre capacité, quand on est comme ça devant leur défense, à trouver la faille. Donc ça veut dire qu'on est perfectible. Mais en étant perfectible, on marque encore 3 buts, et ça, c'est l'aspect positif aussi du Stade Rennais, c'est qu'on marque à chaque fois, on marque beaucoup, et donc il faut garder ça.
Emilien Waflard, vous qui jouez dans un club de National 3, mais ça vous parle un petit peu ce que dit Habib Beye? Je vous ai vu hocher la tête au moment où il dit il y a des joueurs qui peuvent aussi être un peu dans un esprit de revanche, peut-être, en tout cas, qui ont envie de prouver peut-être que le professionnalisme, c'est encore possible pour eux, ou on aurait peut-être pu leur laisser leur chance. Il y avait de ça. Oui, il a raison. Les 3/4 des joueurs en N3, N2 maintenant sont passés par des centres pro, bien sûr. C'est très rare les autres, mais ça arrive aussi. Mais pour moi, même le niveau, c'est un peu... surtout entre la Ligue 2, la nationale et la N2, N3, c'est rapproché parce que je suis totalement d'accord. Les 3/4 des clubs de N2 s'entraînent le matin, s'entraînent tous les jours et c'est leur métier. Et c'est des joueurs. En N3, ça commence dont à c'est être le pareil. métier. En N2, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ne vivent pas du foot. C'est très assez rare. Oui, c'est de plus en plus rare en tout cas. Ouais. Et la N3 commence à tendre vers ça aussi. Donc, oui, forcément, le niveau se rapproche. Après, la Ligue 1, je pense qu'il y a un step quand même. Déjà, entre Ligue 2 et Ligue 1, je pense qu'il y a un sacré step. Mais ça ne m'étonne pas qu'en Coupe de France, il y ait de plus en plus de surprises, même si cette année, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on disait. Mais je trouve aussi que le fait qu'on ne puisse pas tout le temps jouer dans le stade de la petite équipe, je trouve que c'est pas une bonne chose. Vous êtes team Clément Gavard, notre confrère de SoFoot avec qui j'ai commenté le match. Lui, il comprend pas qu'il puisse y avoir des délocalisations, comme ça a été le cas, par exemple, sur le match entre les Sables et le Stade Rennais. Même si, là, pour le coup, la délocalisation Rennes-les Sables, c'est à la demande du petit club. Oui, mais sinon, ils auraient joué à La Roche. Ils pouvaient pas jouer au Sable, je crois. Non. Donc, dans tous les cas, autant jouer au Roi de Zone plutôt qu'à La Roche. Oui. Je pense pour l'expérience déjà des joueurs. Mais oui, je trouve que c'est quelque chose qui, pour la Coupe de France, je trouve pas ça top. Ouais, moi je suis d'accord aussi. C'est ça le charme de la Coupe de France. Finalement, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte, nous, hier, dans ce stade Pierre-Brisson de Beauvais, qui est un stade quand même assez sympa. Il y avait 10 000 personnes, 6 000 sur les tribunes, et puis derrière les buts, on peut mettre 2 000 de chaque côté, grosso modo. Ouais, on était dans le charme de la Coupe de France, quoi. Vraiment, on y était. Alors, est-ce qu'elle a posé des problèmes à Rennes, cette équipe, selon vous? Est-ce que vous avez eu cette sensation-là, Guillaume? Non. Après, si vous voulez réagir sur le débat des équipes aussi, les petites équipes qui devraient recevoir, vous pouvez. Non, je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet. Et non, je trouve pas qu'elle nous a posé énormément de soucis. Non, c'est ça, ils ont une Vraiment. situation et Il y a but. Tom, pareil. Non, à part peut-être dans l'impact athlétique, comme il dit, c'est des joueurs de National 2, il y a quand même beaucoup de duels, même si la qualité technique est bien présente. En Ligue 1, des fois, on n'a pas forcément des équipes en face qui mettent beaucoup d'impact. C'est plus dans le jeu où on peut souffrir, mais je trouve pas qu'on ait beaucoup souffert, quoi. Donc la finalité, c'est merci Sambouille à Tabaré. On est d'accord ou pas? Est-ce que ce moment change tout le match, Tom? Oui. Oui. Moi, je pense qu'on serait plus en Coupe de France s'il avait pas fait ce tacle-là. Je suis presque sûr. Ah, vous êtes. Il restait une vingtaine de minutes. Ouais. Quand tu es une équipe de N2 que tu mènes 1-0 face à une équipe de Ligue 1, je pense que tu mets un bus derrière, pas possible. Et c'est là où on a du mal, nous, un peu le stade, quand on a un peu moins d'espace à trouver la faille. Donc je pense que non, on serait plus là. Guillaume? Oui, je voudrais le remercier d'avoir lavé l'affront de Moustapha Yatabari en 2014. Sachant que Sambouille Yatabari est aussi un ancien Guingampais. Oui, en plus. Mais il est arrivé la saison d'après de cet épisode. Donc je voudrais le remercier pour ça. Et oui, sans son geste fou, je pense pas qu'on passe. Mais au-delà de ça, ils auraient pu rester à 10 et mettre le bus, comme l'a dit Tom. Mais si Quentin Merlin met pas son coup franc, je suis pas sûr que le match. Oui, en fait, c'est vraiment ce double moment, Emilien. Pour moi, s'il met pas le coup franc, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Mais ce qui change vraiment le match, pour moi, c'est plus le coup franc que le rouge en soi. Même si le coup franc, c'est le rouge. Donc, oui, après, c'est vrai que. Non, mais du coup, vous n'avez pas tort non plus, parce que s'il n'y a pas rouge, il y a quand même le coup franc. Et on peut imaginer Quentin Merlin le mettre quand même. Pour le coup, ça ne change pas grand-chose. Peut-être que Sambouille Yatabari est assez grand, quand même. Peut-être qu'il aurait été dans le mur et qu'il aurait. Ouais, mais la double sanction du rouge plus du but direct sur coup franc. Oui. Là, t'es une N2, tu crois faire l'exploit. Il y a un joueur d'expérience qui t'assassine un peu comme ça. Là, dans la tête, je pense que c'est fini. La lucarne derrière. Ouais. La lucarne une minute après. Ou parce qu'ils auraient pu aller chercher les pénaltys aussi. Non, tu te prends une lucarne juste derrière. C'est peut-être les deux seules bonnes frappes du match en plus. Ouais. Où le ballon, il part vraiment. Ouais, c'est vrai, et ça fait mouche direct. Donc c'est dur pour eux, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que vous le disiez, le joueur d'expérience, Sambouille Tabaré, c'est le joueur d'expérience de cet effectif. C'est le mec qui a joué des matchs de Ligue des Champions quand même.
Il a joué à l'Olympiakos, au Werder Brême, formé à Monaco. Donc, on le remercie très fort. Hein, Guillaume André l'a déjà fait. Merci d'avoir lavé l'affront. Autre chose pour moi qui est assez marquant quand même, qui change un peu la phase du match, quand même, avant même peut-être l'exclusion des Tabaré, l'inversion des pistons. Emilien, je sais que vous êtes un peu tactique parce qu'en première mi-temps, Altamari joue à gauche, Merlin à droite. Et je trouve quand même que les deux ont été plus à l'aise finalement quand ça a été inversé. Je ne sais pas si vous partagez. Je pense que l'idée d'Habib Bey, c'était sûrement de mettre Merlin à gauche pour avoir une qualité de centre supérieure à Altamari et mettre les ballons dans la surface contre une N2 ou même contre une équipe qu'on domine beaucoup. C'est là où les buts viennent le plus souvent. Et Altamari lui a amené de la percussion, mais cette fois en faux pied, on a vu que ça a marché en plus sur son but. Donc c'était un très bon choix. Et même de changer à la mi-temps comme ça, c'est aussi un luxe qu'on soit capable de le faire. Donc, je pense qu'il met aussi Altamari pour l'avoir en fait en position d'ailier droit. Finalement, sur ces positions-là, et déjà, il nous dit souvent que tactiquement, en fait, nous, on parle de 3-5-2, mais qu'en fait, Altamari, avec ballon, il est sur les positions offensives, hein, il est quasiment au niveau des attaquants, donc qu'on soit avec ou sans ballon, c'est pas toujours le même schéma. Quentin Merlin, donc on l'a dit, hein, qui a été un petit peu le sauveur, en tout cas, un des joueurs qui a changé la face, qui a marqué son 3e but en 3 matchs avec le Stade Rennais, mine de rien, il enchaîne. On l'a eu en zone mixte après le match, j'ai envie qu'on l'écoute. En zone mixte, à un moment, il nous dit, on n'est jamais rassasié de gagner, il faut jamais être rassasié de gagner, tout en louant l'état d'esprit du groupe. Alors on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que c'est une des caractéristiques de ce groupe, justement, est-ce qu'il y a ça, cette culture de la gagne? Écoutez, la réponse de Quentin Merlin, c'est très intéressant. Parce que même à l'entraînement, des fois, c'est la guerre, parce que même à l'entraînement, sur les petits jeux, les petits tournois, ça veut gagner. Franchement, c'est un groupe qui veut toujours gagner, même à l'entraînement, et encore plus au match. C'est ça qui fait notre force aussi, je pense, parce qu'on a un groupe qui est déterminé, un groupe qui est ambitieux, un groupe qui lâche rien. Et c'est ça qui fait notre plus grande force, et c'est ça qui nous fait espérer qu'on va aller le plus loin possible. Plaît d'entendre ça les uns les autres. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que ça vous semble être de la com? Moi, j'ai senti sincère. Il y a eu tout de suite une réaction quand on l'a lancé là-dessus, un peu l'œil qui s'est ouvert. Emilien, c'est important ça dans un groupe, ça peut mener loin ce genre de mentalité. C'est hyper important. Je pense que ça vient du staff aussi. Ça vient de la dynamique qui est très positive. Donc je pense qu'ils prennent goût à faire les efforts ensemble et ils voient tous qu'ils sont récompensés. Peu importe qui joue en plus, ça tourne un petit peu sur certains postes. Donc non, je pense que c'est une très bonne chose. Et oui, ça paraît sincère dans sa réaction. Elle est... Oui, ça fait pas élément de langage, je trouve. Il y a parfois des réponses qui sont un peu éléments de langage. Évidemment, le mec il a pas dû dire non, nous on s'en fout de gagner. Enfin, je m'attendais pas à une autre réponse, mais il y a une forme de sincérité. Est-ce que ça vous plaît d'entendre ça, Guillaume? Est-ce que vous doutiez que ce groupe était comme ça déjà, ou est-ce que vous êtes content de l'entendre? Non, je doutais pas. En début de saison, on aurait pu en douter. Peut-être, étant donné les scénarios qu'on avait pu connaître en début de saison. Depuis ce switch qui a été opéré... Puis Toulouse, on va dire, généralement. Contre Toulouse, on sent vraiment qu'il y a un groupe qui est assez uni aussi, et qui est aussi réceptif, je pense, au discours de Bey, et qui adhère totalement à son projet. Donc forcément, je pense que oui, ce discours-là de Quentin Merlin, ça va dans ce sens. 8 victoires en 9 matchs, quand même, sur les 9 derniers matchs. 8 victoires, et la défaite, c'est le PSG 5-0 là-bas, quand même, 5-0. Tout de même, Tom, ce groupe, il vous semble animé aussi de cet esprit de gagne? Ouais, c'est ce que j'avais dit en début de saison. Je trouve qu'on est en train de construire un groupe de plus en plus uni. J'avais dit un groupe un peu plus francophone. Aussi, c'est vrai, ça joue pour pouvoir échanger, se chambrer aussi, parce que dans le côté gagne, il y a aussi ça. Un joueur comme Brel Mbolo qui a joué en Ligue 1 avec Monaco, mais qui est suisse et qui parle français et qui arrive hyper bien à s'intégrer. Ça, c'est des leaders pour le groupe. On voit bien quand... Quignonez, je sais pas. Marc, c'est hyper important. C'est bien que vous ayez relevé cette image. J'allais en parler dans le coup de cœur, mais au moins vous pouvez en parler maintenant. C'est des signaux positifs. Tout le monde qui va le féliciter, et encore plus quand ça vient de tes entre guillemets concurrents d'attaque. On sent que c'est sain et ça peut que faire plaisir. C'est le papa de ce vestiaire. Enfin, j'ai ce sentiment, en tout cas, le mec à la fois bienveillant, qui utilise son expérience à bon escient. Vous avez raison, c'est le premier à aller le voir, on le sent avec un sourire. Il y a aussi Sédou qui est sur le banc, qui sort du banc, qui vient, qui va le choper et tout. Les images, elles sont belles, je trouve, de la célébration après le but de Quignonez. On voit des joueurs qui partagent cet esprit-là. Sur cette série là, des 8 victoires sur les 9 derniers matchs, je vais aller regarder un peu dans l'histoire du Stade Rennais. Donc, on va dire des séries de victoires avec une exception tolérée. On peut faire ça sur le site Rouge Mémoire. Donc je remercie une nouvelle fois Fabrice Pinel. C'est la 4e meilleure série de l'histoire du club. Tout simplement. De victoires en ayant une exception tolérée. Donc ça parle quand même là. Ça ressemble à quelque chose. Est-ce qu'on se rend compte quand même de ce qu'ils sont en train de faire, ces joueurs-là? Parce que je trouve qu'on est encore tous un petit peu timides. C'est quoi? C'est le contenu qui fait que on n'est pas non plus à sauter au plafond, Emilien, sur cette série justement?
Moi, je saute pas au plafond parce que je saute pas très haut, mais je suis très content. Vous, en tout c'est cas. un joueur de pied athlétique un Ouais, peu moins, Je quoi. suis enfoncé dans le terrain, moi. mais non, moi, je suis très heureux de ce que je vois. Même, on parle beaucoup du contenu, mais il y a beaucoup de matchs nuls aussi dans cette saison. Donc, c'est des matchs qui auraient pu tourner dans notre sens aussi, où on menait 2-0. C'est vrai. On a Donc, souvent mené dans ces matchs quand on fait match nul. Voilà, donc ça veut aussi dire qu'on est une équipe chiante à jouer et j'en suis persuadé de ça. On est la 3e équipe qui a le moins été menée cette saison en Ligue 1. Je suis allé regarder parce que l'autre jour, en pleine lucarne chez nos confrères de TVR, j'ai dit qu'on devait être sans doute l'équipe qui a été le moins menée. Non, Paris et Lens quand même sont devant, mais Rennes est 3e sur cette stat. Donc on perd très peu, on est très peu mené, on commence à gagner beaucoup. Le top 4, moi. Voilà, ça y est, vous commencez à penser au top 4. Moi, j'y crois, oui. Ok, on parlera ça dans le focus sur le prochain match si on a le temps, parce que là, on est déjà un petit peu à la bourre. Je vous propose, messieurs, qu'on aille sur les tops et les flops. On avait des choses à dire, notamment sur les joueurs offensifs de ce match. Les tops et les flops, tout de suite dans le lundi, c'est Rosie. Les tops et les flops du lundi. Et on démarre par les tops. Vous me donnez chacun les noms, parce que vous êtes certains à en avoir donné plusieurs parfois. Certains donnent des expressions. Hein. Je me dirige vers les anciens joueurs. Souvent, ils sont un petit peu comme ça pour nommer personne. Surtout sur la partie flop, on est sur les tops. En l'occurrence, Emilien Waflar. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? La Gambardella et Quignonez. La Gambardella, effectivement, vous avez raison de le noter, qui a gagné 8-0 face à Châteauroux, qualifié pour le prochain tour pour les 16e de finale. Les féminines, elles, éliminées, mais logiquement par Fleury, club de première division, on le rappelle. Les Rennaises sont en R1, perdu 5-0 ce week-end à la Piverdière. Tom, votre top de ce Rennes-Chantilly ? Moi, j'ai mis le duo de pistons. Le duo de pistons, Merlin-Altamari. Guillaume, vous avez mis quoi ? J'ai mis Merlin et Altamari. Vous avez mis la même chose, effectivement. Moi, j'ai choisi uniquement Merlin, puisque je suis le seul à respecter les règles de mon émission, c'est normal. J'ai choisi un joueur. Quentin Merlin, donc pour moi. Allez, on va commencer par vous, Emilien. Quignonez, du coup, on va pas parler de la Gambardella. Faites assez court, parce que comme on va en reparler un petit peu dans le coup de cœur, voilà, juste un petit mot sur Quignonez. Je trouve ça toujours bien de voir un jeune formé au club marquer son premier but. Voilà, son premier but en pro, évidemment, pour Elias Quignonez. On va aller sur les pistons. Assez logiquement, on l'a quand même dit dans le déroulé du match. Voilà, en plus, c'est les deux qui marquent. Guillaume, vous commencez. Vous avez choisi ces deux joueurs-là. Il n'y avait pas de doute avec d'autres éléments de l'équipe. Non, très peu. Et Altamari, surtout parce que c'est surtout lui d'où venait le danger pour nous quand en première mi-temps. Alors d'ailleurs, je trouve qu'ils lui ont laissé des espaces, à mon avis, un peu fous quand on connaît Altamari. Mais... Et puis Merlin, qui, malgré qu'il soit baladé depuis quelques matchs, parce que forcément Altamari lui a pris la place, il répond présent, je trouve. Et puis surtout, il égalise, donc il nous remet sur le bon rail. Donc, Il s'est relancé, Quentin Merlin. On va en parler, mais vous avez parlé de Merlin-Altamari. Merlin, il y a eu un moment un média qui disait que soi-disant il voulait partir parce qu'effectivement il jouait un peu moins. Là, en tout cas, belle réaction. Merlin-Altamari aussi pour vous, Tom. Ouais, Merlin, ça nous fera peut-être un tireur de coup de pied arrêté offensif qui nous manque, je pense, depuis longtemps. Et Altamari, en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps surpris par ce joueur. Quand il y a de l'espace, on sait il est très bon, mais là, son but... il est à 25 mètres, il est pris par un ou deux joueurs quand même et il envoie une frappe à 25 mètres presque dans la lucarne. En fait, je sais pas où il peut s'arrêter, il peut me faire chier sur un match, mais le match après, il me fait vibrer, quoi. Ouais, vous avez changé un peu d'avis sur lui, Tom, vous étiez de ceux, mais moi j'en faisais partie aussi, qu'il y avait des doutes. Techniquement, on savait qu'il y avait quand même quelques manques, mais en fait, il arrive à les compenser par sa combativité, il plaît au public, il a la grinta, et puis s'il envoie des frappes comme ça, pour nous sauver. Moussa Altamari, qu'on appelle dans son pays le Messi jordanien, là c'était le Robben jordanien, non, si je puis me permettre sur ce but-là. Non ? Un peu, ouais. Franchement, venir de la droite comme ça, c'est un but robénien, Emilien Waflar. Vous en avez marqué des comme ça, vous, avec votre patte gauche ? Ça m'est arrivé, mais à un niveau moindre. Pas en 16e de Coupe de France. Non, et on m'appelait pas le Messi français non plus. Non plus ? Non. Moi, je vous appelle le Redondo vitréen. Voilà, c'est pas mal. C'est gentil. Je l'apprécie. Mais pour revenir sur Altamari, très rapidement, c'est le garant de la mentalité de l'équipe, je trouve. Et la série, il y est vraiment pas étranger. Ah non, c'est sûr, de toute façon, il fait partie de ceux qui ont été installés comme titulaires justement à Toulouse, et derrière, le stade est parti sur des bases très différentes de celles qui étaient les siennes précédemment. Les flops, désormais, messieurs, commencez. Emilien, quel flop vous aviez choisi ? L'attaque rennaise. L'attaque rennaise, donc vous englobez quoi ? Les deux attaquants. Les deux attaquants, très bien. Pour vous, Tom ? Ludovic Blas. Ludovic Blas, seul, vous avez... Seul. C'était pas comme ça que vous me l'aviez vendu au début, mais vous l'aviez mis en premier, effectivement, oui. Je note.
Guillaume. Moi, j'avais mis le secteur offensif et ensuite en joueur, Blas avec des mentions déshonorables pour Meïté et Esteban Le Paul. Ah si, je dis une bêtise, Tom, vous m'aviez dit Blas seul. C'était Guillaume qui avait mis Blas en premier, voilà, avec des mentions déshonorables pour Le Paul et Meïté. Et moi, j'ai choisi Kader Meïté seul. Voilà, j'ai choisi un seul nom, j'ai trouvé son match atroce. Bref, on va en parler dans un instant. Emilien, donc le front de l'attaque, voilà, Le Paul Meïté, insuffisant. Ouais, surtout Le Paul pour moi. Parce que Meïté, j'ai des attentes, mais moindres de par son âge. Je trouve que c'est logique qu'il ait soit une période de mou, soit des matchs où il est moins bon. Et puis il y a un geste qui vous fait, fait changer d'avis sur, qui fait que Meïté, peut-être vous lui excusez quelque chose. Il m'énerve il m'a beaucoup énervé sur le match, sur ses prises de balles où il en ratait beaucoup, mais sa remise de la poitrine pour Mady Camara. Je suis d'accord. C'est un geste de grande classe en fait. Ouais. C'est les grands attaquants qui font ça. Ouais. Et du coup, on aurait pu marquer et c'était plié. Et on disait Meïté, passeur décisif. Pas mal la première mi-temps. Sur un geste en fait. Ouais, alors je sais pas si on aurait quand même dit pas mal la première mi-temps parce que le nombre de contrôles ratés quand même. Ouais, mais c'est ce qu'on attend d'un attaquant d'être décisif. Il aurait fait la différence sur un petit. Oui, c'est vrai. Puis sur un petit minute 1-0 avec ce but-là. C'était avant en plus le but de Chantilly, donc ça aurait peut-être. Et du coup, j'en attends plus de Le Paul, où je le trouve un peu en dessous en ce moment. Mais contre-coup un peu de sa grosse période, je pense, et c'est ce que Habib Beye semble nous dire. Il dit, pour dire un petit peu ce que nous a dit Habib Beye sur Esteban Le Paul, en gros, la normalité de ce que doit être la saison d'Esteban Le Paul, c'est pas ce qu'il a vécu sur les premiers mois. Il a déjà mis autant de buts qu'il en avait marqué avec Angers la saison dernière en très peu de matchs, et aussi peut-être pas mal de médiatisation après ce triplé contre Strasbourg. Voilà, il y a un contre-coup qui peut être assez logique. Ludovic Blas, Tom. Je suis désolé pour lui, mais j'en attends tellement de ce joueur et en fait je me dis que s'il part peut-être, parce qu'il y a des rumeurs de départ quand même à ce mercato, après est-ce que ça se fera ou pas, je suis pas certain, mais on verra. Mais en fait quand il va partir de Rennes, je ne saurais pas ce que je vais retenir de lui, alors que quand il est arrivé, même s'il venait de Nantes, sur ça j'ai fait abstraction parce que je trouve que le joueur a une qualité technique au-dessus de la moyenne en Ligue 1. Et en fait, on souffle le chaud et le froid avec lui. Ok, il est un peu impliqué sur le 3e but, mais en fait après son match à côté, il doit faire beaucoup plus que ce soit. Et encore, si t'es pas bon techniquement, essaye au moins dans l'effort pour le groupe de tirer dans ce sens-là. Et moi, je trouve qu'il est un peu à contre-courant de ce groupe-là et que dans les efforts par rapport à un joueur, à Moussa El Tamari, on est à deux mondes d'écart, quoi. Et je suis vraiment frustré, quoi, en fait, par Ludovic Blas, parce que je sais que s'il est lancé, il peut vraiment faire mal. Très bien, je me ferai l'avocat de la défense une fois que Guillaume aura lui aussi, en tant que procureur, comme Tom, substitut du procureur, nous parlera de ce qu'il a pensé de Ludovic Blas. Tom a tout à fait résumé le parcours rennais de Blas, c'est qu'il est frustrant, mais au possible en fait. Il peut faire des différences, il peut faire il peut mettre des buts magnifiques, il peut créer des situations de but. Là, ces derniers temps, on le voit beaucoup moins. Il a l'occasion de se montrer contre une équipe de niveau plus faible. Et en fait, il embarque pas les joueurs avec lui techniquement. Tout à l'heure, je le disais, il a eu quelques situations de frappe. On sentait que c'était forcé. Et non, franchement, il est beaucoup trop frustrant pour qu'on retienne beaucoup de choses de son passage à Rennes. Oui, sur son passage, moi, les gars, je suis d'accord avec vous. Je vais parler de son match parce que la question était sur son match. Alors moi, déjà, je n'ai pas trouvé le match foncièrement mauvais. Voilà, vous l'avez dit, Tom, vous l'avez quand même souligné, il est passeur décisif aussi sur le 3e but. Il était dans une zone du terrain qui n'était pas la plus simple. C'est sur les côtés quand même que les Rennais ont trouvé des solutions. Chantilly avait choisi de mettre sa densité, on va dire, plutôt dans le cœur du terrain. C'était pas le plus simple. Et sur les efforts, moi, j'ai pas trouvé qu'il n'était pas dans le mood du reste de l'équipe. Et d'ailleurs, Habib Beye il n'a pas forcément raison, mais d'accord avec nous. Il a dit la même chose en gros sur l'aspect technique. Il dit son problème, c'est que Ludo, quand il se frustre, il va dans des zones du terrain qui sont pas forcément ses zones préférentiel où il est le meilleur pour faire des différences parce qu'il veut aller toucher des ballons. Il dit par contre aujourd'hui sur l'investissement et sur l'effort, j'ai rien à leur dire et il disait que ça n'avait pas été forcément le cas sur tous les matchs, mais que cette fois-là, voilà, après voilà, chacun son avis, je n'ai pas plus raison, je sais pas si Habib Beye a raison. Emilien, je voulais vous rapprocher du micro, vous vouliez dire un truc sur Je suis d'accord avec vous. D'accord. Sur Ludo Blas, il peut faire l'avant-dernière passe par exemple si Meïté la loupe pas en première période aussi quand il décale Merlin. Moi je le trouve oui, défensivement, il est un peu nonchalant par moment. Ouais, mais là, il a gratté des ballons. Moi, je m'en souviens. Il a été là dans le contre-pressing. On a récupéré des ballons hauts. Parfois, c'est Ludovic Blas qui était là. C'est parce qu'on attend plus d'un joueur comme lui. Ouais. Donc, on l'évalue pas comme les autres. Mais est-ce que justement, on l'évalue bien du coup ? Parce que moi, je me dis, si c'est l'histoire de sa vie quand même, qu'on attend plus de lui. À un moment, il a 28 ans. Est-ce qu'en fait, on se trompe pas, quoi ? Sa valeur est peut-être pas celle qu'on imagine, qu'on idéalise.
Ce sera pour une autre fois, ce débat, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, mais je pense que Ça peut être long. Je pense que ça peut être long, mais je pense que c'est une vraie question qu'il faudra se poser. Sur Ludovic Blas, on joue tout de suite dans le lundi, c'est Rosie, le quiz. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Le quiz, le thème, ce sera Rennes et l'Amérique du Sud. Pour le thème du quiz du jour, avec le premier but en pro du franco-équatorien, Elias Legendre Quiñones. J'ai mis mon petit maillot de la Colombie, voilà, donc hommage à l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, ce sont les anciens joueurs qui sont les tenants du titre et détenteurs, comme le Stade Rennais en Ligue 1, du bâton de Bourbotte dans le lundi. C'est Rosie, Landry Chauvin qui a gagné seul face à 2 supporters la semaine dernière sur un thème Gambardella. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous remettez le bâton de Bourbotte en jeu, c'est-à-dire que vous jouez à 1 contre 2, Emilia Waffler, comme l'a fait Landry Chauvin la semaine dernière, ou est-ce que vous préférez qu'on joue en 1v1v1 ? C'est-à-dire que là, vous êtes des avantages et vous êtes seul face à 2 sur ce thème Amérique du Sud, ou bien 1v1v1, le bâton de Bourbotte, il restera aux anciens joueurs, mais là, quelque part, vous ne l'aurez pas joué, mais voilà, vous ne le remettez pas réellement en jeu. Je suis joueur. Vous êtes joueur ? Je joue. Je vous ai Même chauffé si, vraiment. même ouais. si Landry a quand même eu un quiz orienté beaucoup sur sa carrière. J'ai Vous l'avez regardé regardé l'émission quand même. Vous lui avez donné le quiz, mais bon, c'est pas Vous grave. n'êtes pas sud-américain ? Non. Non, bon bah désolé, du coup, Non. vous ne serez pas Et autant on aidé. verra. Donc vous le tentez à 1 contre 2. Oui, je me Ok, bats. donc vous me dites Emilien quand vous prenez la main et les gars supporters et vous jouez à 2 face à Emilien. Je pense que ça va être compliqué pour Emilien quand même. Je vois déjà un petit sourire à Guillaume André, je sais que c'est un bon joueur de quiz. Là, Emilien, il sue un petit peu. Il y a une Non, petite non, goutte. non. Vous êtes bien là? Ok. Bon joueur, je suis bien. Allez, c'est parti. Première question. Citez-moi un joueur passé par Rennes de la nationalité du maillot que je porte en ce moment même, à savoir la Colombie. C'est Emilien qui a répondu là. Oui. Quintero. Quintero. Ouais, d'accord, vous n'avez pas répondu, Guillaume. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Oui, mais Ça fait en un plus, zéro. vous en avez un, vous, maillot Quintero de la Colombie. Ah, mais j'ai été pris de court. Ouais. Petit retard à la J'ai vu vue. une petite pression. Il y avait aussi Andrés Gomez ou Victor Hugo Montagno en réponse possible pour la Colombie, mais il m'en fallait un, donc 1-0 pour Emilien Waffler, qui est bien parti. Deuxième question. Quintero était d'ailleurs à Rennes au moment du passage de Roland Courbis sur le banc du Stade Rennais, qui était l'autre joueur sud-américain dans l'effectif lors de cette saison-là. Il s'agit d'un ailier. Supporter. Romero. Non. Mauvaise réponse, c'est un point pour les anciens joueurs. Ah ouais, ça fait point maintenant. Ah ouais, ça fait point. Y a pas franchement, de- il y a plus de. En plus, on n'a pas le temps là, vraiment. Ah oui. Commander à la bourre. Vraiment, ça fera point. Tu as d'autres Ce n'était indices pas Silvio Romero, donc je vais vous donner la suite du texte. C'est d'un ailier qui est un peu dans le style Altamari. Grosse activité, mais Ah, pas mais toujours oui. très juste dans le dernier choix. Vous l'aviez, Guillaume André. Pedro Henrique, du coup. Pedro Henrique, déjà là. évidemment, bien sûr. Bien sûr. Il était déjà là. Troisième question, 2-0 pour Emilien Waffler et pour les anciens joueurs. Quel ancien joueur du Stade Rennais sud-américain s'est illustré hier? Il a inscrit un doublé dans un match de Supercoupe entre les supporters. Rafinha, bonne réponse de Tom Savat. Il a marqué un doublé dans le Classico Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le Barça. Victoire du Barça de Rafinha. Quatrième question, 2-1 pour les anciens joueurs. Vrai ou faux, Elias Quiñones est le premier joueur à posséder la nationalité équatorienne à porter le maillot du SRFC. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qui va tenter, qui va prendre le risque? À Emilien. 2-1 là, hein? Emilien. Vrai. Vraie bonne réponse d'Emilien, 3-1. Fini. Et voilà. C'est gagné. On va faire la dernière pour du beurre. Victoire d'Emilien Waffler. C'est triste. Fallait prendre le risque à 2-1, les gars. Je suis désolé, mais vous C'est aviez triste. pas trop le choix de J'ai misé sur prendre les le risque. 50%. C'était le premier. Dernière question. On l'a fait très rapidement. Je vais vous citer 5 pays d'Amérique du Sud. Sur ces 5 pays, il y en a 4 dont le Stade Rennais n'a jamais eu de joueurs. Il y en a 4, ils en ont pas eu. Et il y en a un où il y a déjà eu des joueurs de cette nationalité-là, à porter le maillot du Stade Rennais. Donc il faut trouver lequel c'est. Je vais vous donner les 5 pays. Le premier qui prend la main, qui me dit c'est ce pays-là où il y a déjà eu des joueurs à porter le maillot du Stade Rennais à le point. Voici les 5 pays: Bolivie, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela. Supporter. Supporter, Je dirais l'Uruguay. bien joué. Est-ce que vous en auriez un? Will Lochbord, non? Non, Loesbord est argentin, mais c'est dans cette fournée. Encore un point. C'est dans pour cette moi. fournée de mercato là. Mario Hector Tourdo. Non, c'était Andrés Fleurkin. Ah, Et Fleurkin. c'est dans cette tournée de mercato, ce fameux premier mercato de l'Erpino bourré de Sud-Américains qui s'était pas très bien passé pour le Stade Rennais. Allez, tout de suite un petit coup de cœur. On va rester sur l'Amérique du Sud. Le coup de cœur de la semaine.
C'est Emilien qui a été trop fort. Bravo Emilien, parce qu'ils étaient en train de s'excuser entre les deux. Là, ils sont polis, les supporters. En disant j'avais une goutte et tout. Non, pas de goutte. En fait, j'ai vu. En plus, on vous maquille même pas. Et je vois que ça goûte pas. Parce que moi, si je goûte, ça se voit pas. Bravo Emilien Waffler. Donc le petit coup de cœur désormais pour Elias Quiñones, premier but en pro pour le jeune attaquant franco-équatorien. Il est né en Équateur pour connaître un petit peu son histoire. Maman équatorienne, papa français. Il est arrivé assez vite derrière en Bretagne. Il a joué à Bréquigny, au CO Passé avant d'intégrer le centre de formation du Stade Rennais. Donc il est aussi très local, parce que c'est vrai que quand on voit comme ça Elias, le genre de Quiñones, on peut se dire tiens, un mec qui arrive. Non, il connaît bien la région. C'est aussi un petit breton. Elias Quiñones, 17 minutes pour marquer son premier but en pro. C'est le 3e joueur le plus rapide dans l'histoire du Stade Rennais. Le plus rapide, c'était Axel Ngannou. Il avait besoin de 19 secondes pour marquer son premier but en pro. Le deuxième, c'est votre ancien partenaire. Georginio Rutter, 17 minutes. Absolument. Ça fait 5 vous points. êtes bon quand même. Voilà, ça fait un point. Et vous voyez que vous la connaissez, l'histoire du Stade Rennais finalement. J'y ai participé. La récente, bah oui, un petit peu. Georginio Rutter, et puis c'est le 5e joueur le plus jeune aussi de l'histoire du club à avoir marqué le reste du top 5. Eduardo Camavinga, Désiré Doué, Kader Meïté, Leslie Gochoukou. C'est pas mal quand même. Il est bien accompagné. Donc voilà, petit plaisir de voir ce joueur marquer son premier but. Habib Beye, pareil, il est entrée électrisante. Il dit quand il est entré, il a mis une énergie qui a aussi un peu réveillé l'équipe. La question que je vais vous poser, parce qu'on les a mis quand même pas mal dans les flops, on en a parlé, Le Paul, Meïté. De là à dire qu'il va prendre une place de titulaire, c'est pas la question, Elias Quiñones, mais à quel point est-ce qu'il peut un peu bousculer pour vous cette hiérarchie, Guillaume ? Il peut la bousculer en apportant un autre profil, je trouve, que les deux qu'on a cités. Peut-être un peu plus mobile, surtout par rapport à Le Paul. Un peu plus technique également. Donc, il y a peut-être moyen ça donne plus de billes, je trouve, à Habib Beye pour varier les plaisirs. Ça peut tirer le reste de l'attaque vers le haut pour vous, Tom ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et il n'y a surtout pas de limite en fait sur des joueurs comme ça. On ne sait pas vraiment, mais de ce qu'il est décrit, c'est quand même un très bon joueur. Je le trouve très puissant aussi. Il est très puissant. Je sais pas de il a une frappe très puissante. On l'a pas vu encore là. Ce que je vois à l'image, j'ai l'impression qu'il est très puissant. Et donc je pense que c'est un joueur qui va plus bouger du groupe pro jusqu'à la fin de saison, à moins qu'il y ait des affaires peut-être extra-sportives ou un truc du style, un mauvais comportement avec la jeunesse, on ne sait jamais. Il va faire ses rentrées et puis si sur ses entrées il est performant, il aura forcément une titularisation ou deux dans le coin. Et à lui d'être bon pour pouvoir bousculer la hiérarchie, quoi. Emilien ? C'est vrai qu'il a un physique de pro. En fait, il fait. Et c'est ce que nous dit Habib Beye. En fait, il dit ça aussi. Il dit en fait, dans l'intensité et dans le niveau technique aux entraînements, il est au niveau des pros. C'est pour ça que je le garde avec les pros. Voilà. Les autres, parfois, qui viennent, qui montent, ils voient des différences. Il dit avec Elias, il a ce niveau. Ça m'étonne pas. Je trouve qu'il dégage ça. Après, de là à bousculer la hiérarchie, je pense pas, parce que ce soit surtout Mbolo, il a énormément d'expérience. Oui, je pense qu'Mbolo, là Mbolo, surtout avec le match d'hier, s'il y en a un qui a marqué des points et qui, à mon avis, dans cette hiérarchie qui a été assez mouvante, je crois que lui, peut-être passé numéro 1, on va dire, dans la hiérarchie. Bousculer la hiérarchie, je sais pas. Faire en sorte que tout le monde reste concerné en attaque, oui. Et ça peut que être positif pour les 4 attaquants, du coup. Ouais, c'est ça en fait. Tiens, sur la hiérarchie des attaquants, là, parce que je le disais, elle a été assez mouvante. Est-ce que vous en voyez une un petit peu se dégager ? Moi, je dis Mbolo peut-être numéro 1, Guillaume derrière. C'est dur là pour Habib Beye de se dire qu'est-ce qui va accompagner le Suisse. Si on se projette vers Le Havre, j'aurais tendance à mettre un duo Mbolo-Le Paul. Peut-être une petite sanction pour Meïté, peut-être. Voilà. Tom ? Pareil, Mbolo-Le Paul. Le Paul, il va reprendre doucement, je pense, à marquer. Il y a une petite période où c'est moins bien, mais là, on va bien voir si c'est un bon joueur de Ligue 1. Il va reprendre ses buts et reprendre sa marche en avant. Et je pense que c'est le duo qui est le plus complémentaire. Bon, vu qu'on se projette déjà sur le Havre, je vous posais aussi la question, mais voilà, on va aller sur le prochain match, d'autant que le temps file. Dans le lundi, c'est Rosy. On se projette sur la réception du Havre dimanche au Roazhon Park. Les enjeux du prochain match dans le lundi, c'est Rosy. Ce sera dimanche, je l'ai dit, au Roazhon Park. Le Havre qui est 13e de Ligue 1, qui n'a pas joué ce week-end. Les Havrais, ils étaient déjà éliminés de Coupe de France, donc ils n'ont pas joué ce week-end, en tout cas pas de match officiel. Et ils ont battu Angers lors de la dernière journée à domicile. Les Havrais, il faut s'en inquiéter. Est-ce que, pareil, je vous pose la même question, Emilien, qu'aux deux autres, devant quelle attaque ? Mbolo, Le Paul. Mbolo, parce que je pense que peu importe le joueur à côté de lui, c'est un liant entre les différentes lignes de l'équipe. Et Le Paul, parce que je pense que c'est le meilleur duo qu'on a vu avec Mbolo. Je trouve leur association marchait vraiment bien.
Et Meïté est un peu dans le dur et même son souci physique, moitié sa pubalgie, je sais pas. Ouais, apparemment ça va mieux pour lui. Ok, bah tant mieux. Mais je mettrais quand même Mbolo Le Paul. Et il faut se méfier du Havre, bien sûr, oui. Mais on doit gagner. Ouais. À domicile, on Il y doit a une gagner. possibilité de monter dans ce top 4 assez rapidement sur les 2 matchs qui arrivent. Ouais, j'y crois totalement. Ok, j'aime bien ça. Vous y croyez, Tom? Vous aussi, vous y croyez? C'est un match important, ce match du Havre? Ce match du Havre et le match aussi contre Lorient la semaine prochaine, je pense que ça va être un peu révélateur quand même, parce qu'on a du mal, j'ai l'impression, contre ces équipes un peu moins bien classées. À domicile, contre les gros, on a fait le travail jusque pour le moment. Et là, j'en attends plus, j'attends 6 points pour monter sur le podium à la fin du mois de janvier, quoi. Guillaume? Ouais, effectivement, le match contre le Havre, il faut le prendre aussi avec celui qui arrive derrière contre Lorient. Ouais, vous englobez les deux, quoi. Ouais, c'est ouais, une ouais. série, C'est entre un- guillemets. Il y a ce diptyque de match à domicile qu'il faut absolument gagner, c'est 6 points. Et d'autant plus qu'on a perdu des points aux 2 matchs allés. Donc il faut absolument gagner. Et en plus, ça bonifierait la belle victoire à Lille. Donc il faut absolument gagner. Ouais, c'est ça. En fait, et moi je le vois aussi dans l'autre sens parce que je suis du genre à faire un moitié vide peut-être. En fait, c'est ça. J'ai peur qu'on annule un petit peu ce qu'on a fait. Ce serait très dommage de ne pas gagner contre le Havre après avoir gagné à Lille, quoi. Ce serait quand même un petit peu bête. Vous êtes confiants en tout cas, vous aussi, Tom et Guillaume, ils parlent de top 4 déjà, Emilien. Est-ce que vous êtes dans cette projection? On est encore tôt dans la saison, mais est-ce qu'il vous semble en tout cas plus accessible qu'à peut-être à une période de la saison où c'est vrai qu'on était pas mal à se dire, bon, déjà 6ème, c'est pas mal vu ce qu'on a vécu. Est-ce que l'appétit vient en mangeant? Comment vous vous situez? Étant donné l'opération comptable magnifique qu'on a fait le week-end dernier, il est un peu plus accessible. Mais moi, je suis team jeudi. Donc voilà. Ah oui, encore un. Donc voilà. Oh là là, Voilà. mais c'est fou, Emilien. La première journée de Ligue des Champions, on peut jouer le jeudi. Ah bon? Maintenant, dans le nouveau format. Ouais, bon. C'est Non, mardi, mais il est team mercredi, jeudi, jeudi. mais il est team jeudi parce Ah qu'il là, est team si, Conference League et Europa c'est League, vrai. hein, c'est surtout ça, non? Un peu, ouais. Ouais, un peu. Je suis team Compétition un peu moins Voilà. haute que la Ligue des Champions. Voilà. Tom? Non, mais même moi, je suis team Europa League, on va pas se mentir. C'est pas possible. Non, mais moi, c'est- je vais arrêter cette émission. Mais non, mais... Et c'est un manque d'ambition ou c'est juste dans le fait qu'on peut mieux y figurer? Non, non, bah, qu'on par peut mieux y figurer, tout simplement, à faire un parcours. C'est vrai, j'étais Conférence allé League, à pour moi, c'est Milan, une compétition gagnable pour le club français. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Et passer les poules et aller faire des déplacements, des matchs à élimination directe, c'est ça qui est motive et qui est électrisant. Entendre la musique de l'hymne de la Ligue des Champions au Roison Park. Avec du public. Oui, parce qu'en Quand 2020, même. on l'a pas vécu. Ok, ce serait top, mais bon, faut être réaliste, quoi. Vous étiez là, Guillaume, visiblement. Oui, j'y étais. Ouais, voilà, donc en fait, vous l'avez vécu, c'est pour ça que vous Ouais, êtes je un l'ai petit peu vécu. égoïste et vous voulez pas que le reste des supporters. Si, non, je veux que les 250 000 Rennais puissent l'entendre, que ce soit dans le stade ou ailleurs. Très bien. J'ai envie qu'ils l'entendent. En revanche, un beau parcours en Europa League, voire Conference League, je prends tous les jours. Très bien. Allez, pour terminer, Emilien, très rapidement. En plus, Pour c'est un vous- débat qu'on a toutes les semaines. Hein, mais, Pour vous, mais j'aime bien entendre on ce peut débat-là. mais- Pour vous, on passe pas les 24 en Ligue des Champions. C'est impossible qu'on les passe, qu'on soit dans les 24. Si, c'est possible. Bon, bah voilà. Alors, Brest Ligue l'a des fait, Champions, Lille l'a fait. On n'est pas une moins bonne équipe que Monaco. Très bien, merci. Ce sera le mot de la fin, Emilien Waflard. Merci tous les trois. Merci Guillaume, merci Tom, merci Emilien. Je vous rappelle, abonnez-vous à notre chaîne YouTube 100% Stade Rennais, ici à Armorique, si vous voulez retrouver chaque semaine tous les épisodes du lundi, c'est Rosy. On se retrouve dans une semaine, ce sera justement après ce match du Havre dont on vient de parler. Bonne semaine à tous. Le lundi, c'est Rosy.